Bonjour, c'est Chris de Cube ASMR. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons continuer un petit voyage avec la photographie. Je prends beaucoup de plaisir à prendre des photos lors de mes déplacements, qu'ils soient professionnels ou personnels. Cette fois, nous restons en France, où la France, qui est un pays plein de trésors, est toujours à découvrir ou à redécouvrir. Pour un photographe amateur ou professionnel, c'est un terrain d'inspiration sans limite. Alors cette fois, nous allons voyager vers les Cévennes, dans le sud de la France. Pour commencer, je vous propose un petit arrêt dans la commune de Vébron. Vébron est situé dans les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte, entre le Causse-Méjean et les Cévennes, au pied du mont Égual. Entouré de schistes et de calcaire, le village s'étale aux abords du Tarnon et se jette dans le Tarn. Lorsque j'ai pris cette photo, j'avais l'objectif de vouloir voler un petit cliché de son église, comme passant discrètement au travers de la forêt, incognito. Car encaissé dans sa petite vallée, Vébron se découvre au dernier moment, descendant ou montant, selon. Le vieux pont enjambe le Tarnon. À cette époque, il était calme. L'eau, faiblement animée, laissait de vastes étendues invitant à la baignade. Comme toute ville des Cévennes, Vébron fait l'objet d'importantes dénivelées. Pour essayer de rendre un peu de cette situation, j'ai pris cette photo au grand angle, en essayant d'être le plus proche du cours d'eau, et en essayant un arrière-plan au-dessus du pont, permettant d'avoir une perspective entre le bas et le haut de la ville. Ce que la photo ne montre pas, c'est que la place de cette commune est fidèle à l'image collective des villages du sud, ombragée avec de magnifiques arbres, une belle fontaine où l'eau cloute, un havre de paix. Changeons d'endroit pour rejoindre à quelques kilomètres de là Saint-Julien d'Arpan, son château, enfin, ce qu'il en reste, se dresse fièrement dans les hauteurs. Alors Saint-Julien d'Arpan, c'est en Lozère, à proximité de Florac, la sous-préfecture du département. Le village de Saint-Julien d'Arpan est donc baigné par la Mimante, au bord de la route nationale 106. On retrouve les premières mentions du village au XIIIe siècle, comme étant une possession des seigneurs d'Anduze. Cette puissante famille possède en effet en Gévaudan la baronnie de Florac, l'une des 8 de la province. Cependant, en 1266, l'évêque de Mende, Odilon de Mercœur, en fait l'acquisition. En 1618, le château, alors propriété de la famille de Gabriac, est démantelé. Cependant, au XVIIIe siècle, le château revient par héritage à la famille de Montcalm, famille Rouergat, ayant plusieurs possessions en Gévaudan, et cette famille restaure la bâtisse. Le château subira ensuite les affres du temps et est actuellement à l'état de ruine. Cependant, il est mieux conservé que beaucoup de châteaux en Gévaudan. Déplaçons-nous maintenant dans la part des Cévennes. Ici, on retrouve tout le charme des villes et villages du sud. Villages typiques des Cévennes, les maisons datent des 15, 16e et 10e siècles. Les fontaines sont là. Le bruit en soi est un rafraîchissement. Pour cette photo, je voulais mettre en avant l'eau qui coule, en la
l'usage d'un objectif très lumineux. Alors, très lumineux, ça veut dire un objectif, une optique, capable de laisser beaucoup de lumière passer vers le capteur de mon appareil photo. Un 3800e, c'est la vitesse de prise de vue de cette photo. Alors Bar des Cévennes, c'est une ville qui se situe au cœur du parc national des Cévennes, entourée par les communes de Molson, Saint-Laurent-de-Trèves et Vébron. Barcet des Cévennes est situé à 10 km au nord-ouest de Sainte-Croix, vallée française, la plus grande ville aux alentours. Alors, vous noterez bien que quand on parle de ville, c'est tout à fait relatif. On parle ici de villes qui ont quelques milliers d'habitants. Située à 900 mètres d'altitude. Les principaux cours d'eau qui traversent Bar des Cévennes sont la Mimante, la rivière le Gardon de Sainte-Croix, le ruisseau d'Ajaric. Alors nous sommes toujours à proximité du Massif central, où je vous emmène maintenant vers le mont Écoile, à la limite entre le Gard et la Lozère. Ce mont Écoile culmine à 1565 même, mètres d'altitude. Cela en fait le point culminant du Gard et le second de la Lozère ainsi que des Cévennes. Ce panoramique donne la vue vers le sud du mont Écoile. Alors comment on fait un panoramique aujourd'hui? Alors bien entendu, aujourd'hui on a des modes automatiques sur les appareils photo pour nous aider. Moi je fais encore la version old school. Je prends plusieurs photos en essayant de rester plan. Et je les assemble ensuite dans les logiciels de retouche. Donc pour créer un panoramique, on va juxtaposer plusieurs photos afin d'élargir l'angle de vue. La difficulté de cet exercice consiste à choisir une bonne exposition qui doit être constante entre les différentes photos. Et cette exposition doit être capable de supporter la lumière du soleil, comme par exemple sur la photo de la partie gauche du panoramique et la zone la plus sombre en bas centre du panoramique. Avec le soleil dans le dos, comme pour ce panoramique vers le nord, c'est plus facile. Au sommet du l'Écoile, les conditions météorologiques sont souvent extrêmes. L'air océanique et l'air méditerranéen étant sans cesse en confrontation. Alors le mont Écoile, c'est l'un des endroits les plus arrosés de France, avec un peu plus de 2 mètres de pluie par an en moyenne, et en moyenne de 240 jours de brouillard par an. J'ai eu de la chance ce jour-là, il faisait beau, mais il faisait très froid. Là on avait 25 degrés dans les vallées. Il n'y avait plus que 5 petits degrés sur le mont Écoile. Alors ce sommet est en général enneigé de la mi-novembre à avril. Je me suis amusé à regarder sur Wikipédia quelques relevés records, avec une température maximale de 29,4 degrés le 9 août 1923. La minimale est à moins 28 degrés le 10 février 1956. De plus, le vent y souffle très fort. Le 1er novembre 1968, le vent en moyenne sur cette journée était de 171 km/h et le record de vitesse était à 335 km/h le 6 novembre 1966, avec des rafales de plus de 360 km/h au cours d'une tempête. Donc ces journées sur le mont Écoile nécessitent de regarder un petit peu à l'avance les conditions météorologiques. En tout cas, au-delà du panorama ou des panoramas possibles, il y a une station météo qui est présente et qui est visitable avec
qu'un musée associé. Je vous le conseille vivement pour voir l'évolution du climat selon les différentes décennies passées. Alors se balader dans le parc naturel des Cévennes, c'est un petit peu manger un chocolat qui est trop bon, avec le sentiment d'en profiter à fond, mais de se dire que bientôt il n'y en aura plus. On ne peut être que séduit par les paysages. C'est une variation de textures, de végétation différentes, qui en plus change complètement selon les saisons. Le parc national des Cévennes est un parc national français, créé le 2 septembre 1970. Il couvre la région naturelle des Cévennes, bien sûr, et est situé principalement dans le département de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche. Il s'étend donc sur 2 régions, enfin les 2 anciennes, le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées d'un côté et l'Auvergne-Rhône-Alpes de l'autre. Et son siège se trouve à Florac. Alors ce parc national est un petit peu particulier comparé aux autres. D'une part, il est situé sur des hautes terres, plus de 1000 mètres en altitude moyenne, ce qui donne en fait de véritables balcons sur la Méditerranée. Il couvre le mont Lozère, la montagne du Bouget, le mont Écoile, et va jusqu'au bord des grandes causses et des vallées cévenoles. L'altitude du parc varie de 378 mètres à 1699 mètres au pic de Finiel, le mont Lozère. Le parc national des Cévennes est le plus boisé des parcs nationaux métropolitains, avec un taux de boisement supérieur à 55%, ce qui représente un domaine forestier de plus de 50 000 hectares, dont 20 000 de forêts privées et 30 000 de forêts publiques. Sur ce territoire se superposent des objectifs assignés aux parcs nationaux, qui doivent préserver leur territoire contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution, et ceux de la gestion forestière qui visent à satisfaire les besoins en bois de la nation, à assurer les grands équilibres biologiques et bien entendu à faciliter l'accueil du public. C'est le lieu idéal pour se déconnecter de nos vies urbaines et agitées. Ici, le contact avec la nature est direct. 2410 espèces animales inventoriées, dont 45% des vertébrés de France. La présence des vautours et des loups est de 2656 espèces végétales, dont 35 protégées et 21 endémiques. C'est en France. Alors au-delà du parc national et de ses beautés biologiques et géologiques, l'histoire humaine a aussi laissé des témoins de son passage. Voici la tour du Canourg, tout habillée de schiste. Cette tour carrée domine l'ensemble de la vallée française. Sa situation stratégique fut mise à profit dès le début du XIIIe siècle et formait l'un des maillons d'un réseau de places fortes installées tout au long de la vallée. Sa position dominante aurait permis l'envoi de signaux lumineux vers d'autres sommets. Le site fut habité et fortifié et servit de refuge pendant tout le XIVe siècle. Des fouilles archéologiques ont permis d'en reconstituer l'organisation. Au XVe siècle, en des temps moins agités, la population le déserta pour s'installer en contrebas, dans le cadre plus accueillant des plantiers. Seule resta la tour, heureusement restaurée par le parc national. Elle est maintenant le point de
aménagé dans le cadre de l'écomusée de la Cévennes, qui amène à découvrir le panorama et l'environnement. C'est sur ce panorama que je vais vous laisser. Je voulais donc vous donner un petit aperçu des richesses que nous pouvons retrouver dans ce parc naturel. J'espère vous partager d'autres photos de ce lieu dans un proche avenir. En attendant, je vous souhaite